voilà, je vois mes collègues, un grand merci aussi aux collègues, tous services, toutes professions confondues d'être là. Parce qu'alors là, il y a tous les services en face. J'ai l'EHPAD, j'ai la chir, j'ai la médecine, le labo, la pharma, les kinés. Voilà, qu'on soit de nuit, qu'on soit de jour, peu importe qu'on soit paramédical, qu'on soit... Parce que, comme je le dis souvent, en fait, on est une chaîne du soin, donc sans la pharma, on ne fait rien, sans le labo, on ne fait rien, sans nos manip radio, on ne fait rien, sans les kinés, sans les brancardiers, sans les personnels des cuisines, on ne fait rien. En fait, on est tous ensemble, et c'est tout ça que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrête avec l'individualisme, et en fait, qu'on soit tous solidaires, main dans la main, pour cette lutte de notre hôpital. Donc merci, merci, merci à tous les personnels de l'hôpital. Il y a des cadres qui sont là. Tout le monde est là, quoi, vraiment. Merci à tout le monde. Donc merci aux médecins. J'ai vu aussi des médecins. Donc vraiment, alors, qu'est-ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui ? Alors on est là aujourd'hui parce que vendredi dernier, donc juste pour la petite rétrospective parce que c'est important, il faut savoir que ces derniers mois, il y a eu des fermetures, bloc opératoire, unité de surveillance continue. Voilà, il y a eu des fermetures, on va dire demi-complètes, mesures dégradées des urgences. Et puis, il y a eu l'annonce vendredi d'une fermeture complète des urgences. Voilà. Donc, moi, je descends tranquillou pilou, comme on dit, avec l'autorisation, bien évidemment, et sous couvert de ma direction, à ce rassemblement citoyen, parce que, merci d'être là le vendredi à midi, particulièrement pour celles et ceux qui peuvent être là. Et en fait, je rencontre le personnel des urgences, et la sanction, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, elle tombe. Donc, elle tombe que suite malheureusement à une pénurie de médecins urgentistes, l'ARS a pris la décision fabuleuse de fermer les urgences. Voilà, merci l'ARS. Alors je fais juste une parenthèse. Je vais juste faire une parenthèse quand même pour vous dire que l'ARS, donc on l'a rencontré le vendredi 29 avril. Alors ça c'est quand même important que vous soyez au courant. On l'a rencontré le 29 avril avec M. Thury, avec M. Lassalle. Donc, il y avait M. Elbod qui représente l'ARS Nouvelle-Aquitaine. On avait M. Laperle qui représente l'ARS de Pau. Le directeur de l'hôpital d'Oloron, M. Le Seine. Et nous, représentants du personnel, des maires ruraux, voilà, qui ont pu être là. Et le discours de l'ARS à ce moment-là, alors là, j'adore cette expression, la poudre de perlimpinpin, parce qu'en fait, il a fait genre de nous vendre du rêve, mais à un moment donné, on n'est pas dupe. Donc, il y a solution 1, solution 2, solution 3, on est là. Hein. Donc ça, c'est le discours quand même de l'ARS. Hein. Vous inquiétez pas, on va trouver des solutions à moyen, à long terme, voilà, bla bla bla, je pense à Manu, voilà. Donc, en fait, je découvre aussi un petit peu le monde politique, dans certains cas. Et alors là, on sort de cet entretien, pas besoin de vous dire qu'on n'y a pas cru une seconde, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'action, et c'est ce que je lui ai dit. Nous, on veut des actes, et on ne veut pas sur du moyen et long terme, on veut sur du court terme, en fait. C'est pas dans 6 mois, c'est demain. C'est ça qui a été exprimé à l'ARS, en fait. Et concrètement, le vendredi après, ils nous ferment les urgences. Elle est belle, sa solution, quand même. Moi, je trouve ça juste fabuleux, magique. Voilà. Un représentant de l'État. Voilà, enfin bref. Mais tout ça pour vous dire que moi, j'en ai marre, en fait, qu'on nous prenne pour ce qu'on n'est pas. Tout ce qu'on attend, c'est de la transparence, c'est du respect. Du respect que ce soit envers les personnels, mais surtout envers et contre tout, envers vous. Parce qu'à plusieurs reprises, c'est quand même... Donc moi, au nom de la CGT, représentante du personnel, qui a alerté la presse des fermetures qu'il y a pu y avoir sur des temps donnés. Parce que j'attendais de voir si ça allait paraître. Je me dis, fermeture du bloc opératoire, fermeture de l'unité de surveillance continue, en sachant que les copines qui sont là de ce service, je tiens juste à faire encore une fois une parenthèse, mais c'est hyper important,
un service qui ne fait que souffrir. C'est un service, il y a quelques années, c'était un service de réanimation, messieurs, dames. On avait de la réanimation à Oloron-Sainte-Marie. Le fait est, voilà, que les lits de réanimation sont partis à Pau, je vois la copine de Pau. Donc les lits de réa sont partis à Pau et ce service s'est transformé en unité de surveillance continue. Voilà, première salve. La deuxième, on enlève des aides-soignantes de nuit de ce service-là, donc ils ne savent pas forcément à un moment donné où elles vont se retrouver. Donc je vous laisse imaginer une seconde dans quelle détresse psychologique, parce que ça sera un autre sujet aussi, ont pu être ces agents-là. Donc il y a la première peine d'apprendre que le service est transformé, mais la deuxième, c'est de savoir que vous allez quitter ce service dans lequel vous êtes bien, avec votre équipe, mais que vous ne savez pas où vous allez aller. Et la tristesse, et je pense à ces deux aides-soignantes qui sont là aujourd'hui, c'est qu'elles sont aux urgences aujourd'hui. Donc elles se prennent la double, triple peine d'apprendre vendredi qu'à nouveau, elles vont revivre ce qu'elles ont vécu il y a quelques années. Non mais alors là, comment arriver à tenir debout, messieurs, dames? Moi, je suis hallucinée de tout ça. Et je tiens à leur exprimer encore une fois tout mon respect et ma gratitude pour ce qu'elles font et ce qu'elles sont surtout. Et ce service du SC, d'unité de surveillance continue, comme on a jugé qu'il n'était pas assez rentable, parce que c'est ce qui est dit, à un moment donné, on va être au clair avec tout ça, et bien on a fermé 2 lits. 2 lits au mois de décembre. Voilà. Donc ces 2 lits de fermer, c'est 3 postes aides-soignants en moins. Voilà. Je pense aux aides-soignantes en question, parce que j'en ai vu une, je pense que l'autre, elle ne doit pas être loin. Eh bien, elles sont parties à Pau. Voilà. Elles sont parties à Pau et elles nous ont quittés. Et Dieu sait, je pense que peut-être, après, je ne veux pas parler en leur nom, que s'il n'y avait pas eu tout ça, peut-être qu'elle sera encore au jour d'aujourd'hui en unité de surveillance continue. Voilà. Donc moi, je tiens juste à dire à cette équipe que, franchement, elle peut être fière aussi de son boulot. Alors, toutes les équipes, ce n'est pas la question. On va arriver je pense qu'on va arriver à parler de tous les services, vu qu'il y a des soucis dans tous les services. Mais franchement, vous pouvez applaudir l'unité de surveillance continue. Je les vois, elles sont là-bas. On va enchaîner, allez, la chir, je vois Patricia, on va enchaîner sur la chirurgie. Donc la chirurgie fut un temps jadis, où la chirurgie, elle était sur 2 étages à l'hôpital d'Oloron, 2 étages. Au jour d'aujourd'hui, on a baissé le capacitaire des lits de chirurgie en fait. Voilà, donc sauf erreur de ma part, 20 lits semaine, 14 le week-end. Voilà, 20 lits semaine, 14 le week-end. Donc, parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, quand on me contacte hier soir pour me dire « Mais Angélique, est-ce que tu maintiens le rassemblement ?» Mais bon Dieu que oui, on maintient le rassemblement. Parce qu'en fait, il y a tout ce qui se passe depuis des années, qu'on exprime depuis des années, et en fait, enfin, vous prenez conscience de la situation de l'hôpital d'Oloron, telle qu'elle est aujourd'hui, mais que vous soyez au courant de tout, en fait. Voilà, ça c'est important. Donc la chirurgie a une baisse du capacitaire de lit. La médecine polyvalente, alors j'essaye de me rappeler de mémoire. Alors logiquement, elles sont par là-bas, la médecine po. Voilà, poly, j'en vois quelques-unes, voilà, là-bas. Donc, là-bas, voilà. Donc la médecine polyvalente, on peut en parler aussi. Donc le capacitaire de lit, c'est pareil, il va au gré du vent de la présence des médecins. Malheureusement, parce que, il ne nous manque pas que des urgentistes, messieurs, dames, dans l'hôpital d'Oloron. Et la médecine po, s'il y a un remplaçant, le capacitaire de lit reste plus ou moins stable. Et malheureusement, s'il n'y en a pas, on baisse les capacitaires de lit. Et nous, ce qui nous interpelle, c'est qu'à force de baisser les capacitaires de lit, ça va certainement se pérenniser, quoi. Donc, on reste vigilant par rapport à tout ça. Et je vous laisse encore une fois, mais c'est important que vous en ayez conscience, que ce soit les élus, que ce soit tout le monde, toutes les personnes qui sont là, de la détresse psychologique dans laquelle sont les personnels de manière régulière. Quand vous apprenez, on baisse le capacitaire de lit, allez, vous allez aller dans un autre service. Oh non, vous avez des heures, vous restez à la maison. Voilà, donc tout ça pareil au gré du vent. C'est super sympa à vivre. Donc voilà, c'est pas du tout agréable en fait, du tout, de travailler au gré du vent et en fonction malheureusement de l'activité qu'il peut y avoir au sein de l'établissement. Donc ça, c'est la médecine polyvalente. Allez, je vais parler de mon service, l'unité de soins de longue durée. Alors, l'unité de soins de longue durée, il y a quelques années de ça, on a déjà pris une première salve parce qu'on a perdu 5 postes aides-soignants. Voilà, 5 postes aides-soignants pour s'occuper de nos âgés. En sachant qu'en USLD, c'est des polypathologiques, des personnes polypathologiques.
on a du soin palliatif. Voilà, donc c'est toutes les pathologies qu'il peut y avoir au niveau de la gériatrie, bien évidemment. Donc, voilà, donc ça, c'est la première salve, hein, messieurs, dames, 5 postes aides-soignants. Là, au jour d'aujourd'hui, énième restructuration, parce que le mot, il est magique aussi, restructuration. Ou alors, on va dire réorganisation, parce que ça fait mieux de dire réorganisation que restructuration. Donc, on va appeler un chat, restructuration. Donc, on baisse le capacitaire, l'équivalent temps plein de nos infirmières. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, 4 jours par semaine, l'infirmière, elle est toute seule en 12 heures. Voilà. Toute seule en 12 heures pour s'occuper de 37 lits. Dans les 37 lits, il y a les pathologies que je vous ai décrites. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de patients, enfin, plus haut. Nous, on parle de patients parce qu'on a le respect du patient. Mais là, plus haut, je pense que c'est des clients. Voilà, il y a de l'argent. Il y a la T2A, on pourra en parler aussi de la T2A. Voilà, depuis le passage à la T2A, rentabilité à fond. Voilà, et l'humain, on s'en fout. Alors, c'est bien beau de parler d'humanité de longue, de formations diverses et variées, mais je pense que ce n'est pas nous qui devrions les faire, ces formations. Parenthèse. Donc, voilà, ce service du SLD, c'est voilà, 4 jours par semaine où l'infirmière est toute seule en 12 heures. Donc en même temps, on va dire qu'il y avait le choix, parce qu'il y a toujours le choix. C'est comme les ouvriers ou d'autres professions qui ont eu des réorganisations de tram et tout, mais la plupart du temps, on a le choix entre la peste et le choléra. Donc j'ai envie de dire, vous choisissez la trame qui fait moins mal, voilà, mais ce n'est pas forcément celle qui vous va le mieux et surtout celle qui est le plus adaptée pour la prise en soin des patients. Donc ça, il faut le savoir aussi. Donc ça, c'est pour l'USLD. Alors, voilà, j'ai vu quelques, voilà, les copines du SLD, les infirmières qui sont là. Je vois les copains brancardiers. Voilà, ben les brancardiers, c'est pareil, hein, ils ont bien ramassé aussi. Donc quand je vous dis le maillon d'une chaîne, c'est le maillon de toutes les chaînes en fait. Les brancardiers, c'est pareil, quand je vous parle des restructurations, on a tous à un moment donné subi des restructurations, des réorganisations de travail, et ils n'ont pas été épargnés eux non plus. Voilà, les ASH, mes copines, les ASH, alors elles, j'en parle beaucoup parce que c'est important, parce que on parle des paramédicaux, il y a les médecins, mais alors les ASH, elles ont une profession où sans elles, on ne fait rien. Sans elles, on ne fait rien. Ça, c'est important. Il fut un temps jadis aussi, en fait, je devrais faire un historique avant-après, où on avait des aides hôtelières avec nous. Les aides hôtelières, c'était des personnes où le matin, on travaillait ensemble, on faisait les petits déjeuners de nos âgés. Voilà, il y avait une symbiose totale. Est arrivée une certaine personne l'année dernière, qui n'est plus là aujourd'hui, voilà, qui a décrété que dans son ancien établissement ou dans ses établissements, ce poste d'aide hôtelier n'existait pas. Elle ne sera pas restée longtemps, elle sera restée assez longtemps, cette personne, mais assez pour faire beaucoup de mal en tout cas. On ne va pas parler des absents parce qu'elle n'est pas là. Mais ouais, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, le mal qu'elle a fait, du coup, moi je ne l'oublie pas. Ses collègues ASH, on leur a demandé de ne plus faire certaines, elles étaient aides hôtelières depuis des années. On leur a dit, ben, vous serez ASH, mais attention, avec tout le respect qu'elles ont pour cette profession, elles sont elles-mêmes ASH parce qu'elles étaient aides hôtelières et après basculées. Voilà. Donc certaines sont même en arrêt, que je connais, depuis ce moment-là, en fait. Parce qu'elles ont très mal vécu, elles ont toujours fait ça. Et en fait, du jour au lendemain, on vous dit, il n'y a plus d'hôtellerie, vous restez à SH. Voilà. Donc, sympa. En sachant que ses collègues, on bosse ensemble, on est une équipe. Que la CGT s'est battue pour qu'elles aient des stagérisations, d'ailleurs. Parce que dans la catégorie ASH, il faut savoir qu'au niveau des mises en stage, c'est les ASH, ça peut être les différentes autres professions de l'hôpital, ce qui n'est pas notre cas. Une aide-soignante, elle passe dans la commission des aides-soignantes, mais les ASH englobent différents métiers. Donc, on a eu des engagements de la direction qui sont signés, parce que comme notre DRH s'en va le 20 mai, donc tout a été signé avant le départ, en tout cas, avec des engagements pour vous. Alors, voilà, les collègues ASH, il y aura des stagérisations cette année, et je vous le dis parce que comme il aurait été dit, a priori, qu'il n'y en aurait pas, mais je vous dis qu'il y en aura. Voilà. Je
vais juste aussi, alors au niveau des services, eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, tirer mon chapeau au personnel de l'EHPAD, parce que c'est pas toujours évident. Elles font un boulot comme elles le peuvent, dans cette structure qui date de 14-18, hein, avec des travaux qu'il faudrait refaire. Mais bon, comme normalement, l'EHPAD va être avec l'USLD dans un temps futur. Voilà, on entend ça depuis tellement d'années, les filles, que voilà. Donc, a priori, il devrait y avoir un bâtiment neuf. Alors, ce qui est quand même important de visualiser, surtout par rapport aux baisses de capacitaire de lits, c'est qu'on est passé, nous, USLD, de 56 lits, grosso modo, à 37. Donc, quand on me dit où sont la perte des lits, ben regardez déjà, 56 lits USLD, 37 aujourd'hui. L'EHPAD, il faut savoir, alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais quand on sera avec le personnel de l'EHPAD, il y aura plus, je ne sais plus, 80 lits EHPAD, non, 65, voilà, 65 lits EHPAD et une trentaine de lits USLD. Faites le calcul, au jour d'aujourd'hui, alors même si les lits ne sont pas remplis à l'EHPAD, c'est 110 lits, elles vont passer à 65, 60-65, et l'USLD, de 56, on est passé à 37, et on va rebaisser encore quand on sera sur la nouvelle structure. Voilà, nos âgés, hein, voilà. Nos âgés, certains qui se sont battus pour nous, pour qu'on soit là d'ailleurs, hein, il y en a beaucoup, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, mais tout va bien à l'hôpital d'Oloron, et j'espère qu'on ne me demandera plus pourquoi ce rassemblement aujourd'hui, et que vous ayez conscience d'où on en est. Donc j'essaye de refaire les services. La médecine allez, je descends. La médecine gériatrique. Donc la médecine gériatrique, voilà, les copines. Alors avant, c'était un service de cardiologie. Voilà. Voilà, la cardio a disparu, mais tout va bien à l'hôpital d'Oloron. La cardio a disparu, c'est devenu un service de médecine gériatrique. Donc, petit rappel aussi, je crois que c'est un des services qui a le plus bougé pendant les travaux. Parce que je crois que je me suis arrêtée de compter à 3, 4, voilà, je ne sais plus. Donc, il y a des services comme ça, pendant les travaux, c'est rigolo, enfin, on ne fait que bouger. Voilà, on vit les travaux. Voilà, donc, monsieur le directeur, d'ailleurs, à la réunion de vendredi 29, quand il a pris la parole, il a annoncé 2 ans de travaux. Ça faisait 2 ans qu'on était en travaux. Voilà. Ça fait combien 4, 5 je ne sais plus. Voilà, qu'on est en travaux. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Bref, no comment. Donc, voilà. Donc, la médecine gériatrique n'a plus... Enfin, voilà. Le service de cardiologie, il a disparu. La médecine polyvalente en bas, on en a parlé. Les ouvriers, parce que je vois les ouvriers, ben, c'est pareil. Alors, eux aussi, restructuration, rechangement de trame. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, pourquoi ce rassemblement aujourd'hui? Alors, je pense que vous avez compris que ça m'a bien gonflé hier. Désolée. Mais voilà. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est une manière de court-circuiter le mouvement? Parce que la question pouvait se poser aussi, de se dire, parce que bon, on a pris l'ampleur au fur et à mesure, moi, des contacts que j'avais un petit peu, des élus, des usagers, des structures à côté, hein, parce que d'API, CAPA... d'infirmières libérales, tout ça, au fur et à mesure, je me suis dit, oulala, effectivement, je vais rappeler Bernard Uturi parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et tout ça, encore une fois, merci, merci, merci. Et là, c'était le point vraiment pour les services. Alors, je vais arriver sur la partie, entre guillemets, critique, qui ne va pas plaire, mais c'est pas grave, j'en prendrai l'entière responsabilité, c'est pas grave. Donc, moi, je voulais parler du management, donc sachez juste que la CGT d'Oloron-Sainte-Marie, depuis quelques mois, on a mis en place un dossier management. Alors ce dossier, il questionne, alors c'est bien parce qu'il y en a qui ne se sentent pas concernés, parce que autant j'entends la CGT dit que, la CGT, alors c'est fou en fait, tout se sait comme une traînée de poudre aussi, plus haut on va dire. J'ai des fois même pas le temps de dire les choses, que tout se dit et tout se sait, donc c'est magique. Si les infos elles pouvaient circuler comme ça quand il y a des fermetures de lits et de services, ça serait juste magique en fait, voilà. Ça me rendrait bien service. Alors le dossier management, c'est quoi? C'est toutes les situations, c'est les trames, parce que bah ouais, que ça plaise ou pas, les trames, avec des fois des roulements no comment. C'est des situations de harcèlement, parce qu'à un moment donné, on va appeler un chat un chat. Et j'en sais quelque chose, je l'ai vécu il y a quelques années.
Et l'ayant vécu il y a quelques années, mes collègues sont au courant, donc c'était il y a 4-5 ans, je ne sais plus à force. Si je me suis fait une promesse en fait dans ma vie professionnelle, c'est que plus personne ne vive ce que j'ai pu vivre. Une des personnes avec qui j'ai vécu ça est là. Je vais essayer de rester. Voilà, il n'y a rien de pire dans le travail que de vivre des situations de harcèlement de sa cadre, particulièrement en l'occurrence, et de se sentir dans l'état en tout cas, et là je parle de mon vécu, comme j'ai pu me sentir, où j'ai pu voir ce sentiment de peur de tout le monde parce que c'est la cadre et qu'il ne faut rien dire, il ne faut pas dénoncer, mais à un moment donné, il faut arrêter tout ça en fait. Hein. Je pense à mes collègues, il faut dénoncer en fait, si on veut que ça s'arrête, il faut dénoncer. Alors là, je pense à la situation d'une collègue cadre, voilà. Je sais que je peux donner son nom, Virginie. Alors, Virginie, elle a tout eu, la pauvre. Elle a tout. Elle a eu un feedback pareil, flash éclair, un vendredi. Je pense que maintenant que je le dis, c'est très rigolo parce que les annonces... Vous m'entendez? Ouais. Pardon. Donc, les annonces, elles se vendent souvent le vendredi. Alors, pour nous, hein, pour information, pour la direction, pour tout le monde, c'est signe de fête quand on ne bosse pas. Donc, on préfère aller boire un coup, sincèrement, que d'entendre que, en fait, on va dégager de son service. Donc, pour le cas de Virginie, elle apprend un vendredi à la fin de son poste, grosso modo, qu'elle va certainement quitter ses fonctions de cadre des urgences et d'unité de surveillance continue. Alors, elle ne sait pas pourquoi. Voilà, sur le moment, elle se prend ce scud, parce que alors là, c'est un missile même qu'elle s'est pris dans les dents. Alors, juste petit rappel quand même pour vous qui ne connaissez pas Virginie. C'est une cadre en or. C'est une cadre qui aime son équipe. C'est une cadre qui est bienveillante. Qui est à l'écoute, et ça c'est vachement important parce que c'est bien beau de faire des formations. Ah ouais, management. C'est pour ça dossier management, parce que bon, voilà, management. Mais voilà, juste pour revenir sur cette histoire triste. Donc elle apprend tout ça un vendredi. Elle passe un week-end en enfer en fait, mais vraiment en enfer. Où on a tous fait bloc derrière elle, parce que c'était important, et c'est ça aussi notre force, c'est cette solidarité, cette unité, et tout service confondu, derrière Virginie Simora. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Ah oui, de ne pas être trop dispo. Alors là, je me marre. Pas trop dispo. Alors encore une fois, je parle avec autorisation de Virginie Simora, sinon je ne le ferai pas. Virginie, elle a une enfant handicapée, qui a un diabète, qui fait que tous les midis, elle doit s'occuper de son enfant, en fait. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dispo. Elle prend ses mercredis pour être avec sa fille. Voilà, elle fait un 80%, elle ne demande pas à être payée à temps plein si elle fait 80%. Et on juge qu'elle n'est pas disponible pour son équipe. Non mais je rêve, en fait. Je rêve. Donc elle fait son boulot de manière formidable. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, déclaration d'accident de travail de fait, je vous dis franchement, avec la CGT, parce que pour nous, il y avait vraiment une souffrance. Il n'y avait même pas les mots. On a eu très peur pour elle. Franchement, on s'est tout inquiété parce que pour l'avoir vécu, je vous dis franchement, voilà. Donc, en tout cas, là, c'est en stand-by. Voilà, zéro news. Mais que tout le monde sache, en fait, que cette femme, vous pouvez l'applaudir parce qu'elle est formidable et qu'on sera toujours derrière elle. Alors, deuxième salve qui risque de ne pas plaire. Voilà. Ah oui, parce que le fait d'être fonctionnaire, c'est ce que je disais hier dans ma vidéo coup de gueule du soir, parce que ça m'arrive de temps en temps. Le fait d'être fonctionnaire, c'est magique. Alors je pense, ah oui, petit mot, il y a beaucoup de pompiers, de gendarmes, toutes ces professions de la fonction publique qui auraient voulu être là avec nous. Malheureusement, ils n'ont pas le droit. Donc applaudir ces professions-là, pompiers, gendarmes, parce qu'en fait, sans eux, on travaille ensemble. Et c'est important pour moi de le dire, parce que franchement, ils ont bataillé pour pouvoir être là, et ça a été compliqué. Donc voilà, donc juste pour revenir sur le fait que
Ben, qui dit fonctionnaire, alors ça je l'ai découvert quand je me suis harcelée par mon ancienne cadre. Le droit de réserve, discrétion professionnelle, alors secret professionnel, je valide à 200%, ça bien évidemment. Incitation à la discrimination de mon hôpital, voilà. Donc je vous rappelle en fait tout ça, et je me dis en le disant, comme ça s'est passé hier, je me demande en fait ce que j'ai le droit de dire. Parce que on peut se poser la question en fait concrètement. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas dire? Donc ça je trouve que dans un pays comme la France, ben, ça me questionne. Alors être fonctionnaire, j'entends le respect par contre de la hiérarchie et tout ça, il n'y a pas de problème, je valide. Tant que le respect est mutuel, bien évidemment, parce qu'il ne va pas que dans un sens. C'est ce qu'on apprend à nos enfants. Alors oui, on manque de médecins. Sincèrement, on manque de médecins, mais il faut savoir aussi qu'on n'a pas su en garder certains. Hein. Donc, à un moment donné, ça m'agace un peu quand j'entends sans arrêt qu'on manque... Oui, on manque de médecins, mais on avait des médecins en or. En or, certains sont partis. Alors, ben, c'est toujours pareil, l'étrier et l'enclume. Il y a 2 sons de cloche, c'est toujours pareil. Donc, comment ? Alors certains médecins, alors c'est toujours pareil, on va me dire mais il faut des noms. Ça c'est la direction qui me demande des noms hier à une entrevue. J'ai pas donné de nom de toute façon, mais de toute façon concrètement, on a eu plein de médecins qui sont partis. Après peu importe les raisons, on avait Sophie Pédégère qui est partie, on a eu Nathalie Pédespan qui est partie, des personnes qui étaient là depuis des années et des années. On a Marc Lacroute qui nous quitte au 1er juin, voilà. Enfin voilà, et d'autres, et à un moment donné, moi je me pose la question de est-ce que tout a été fait pour retenir ces médecins? Parce que concrètement, oui, on manque de médecins, mais voilà, moi ça me questionne par rapport à tout ça. Donc voilà, on perd des médecins, mais est-ce qu'on fait tout pour les garder? J'en sais rien. Après, chacun l'interprète comme il veut. Mais en tout cas, comme je disais, d'une direction à une autre, on a toujours des catas qui nous tombent sur le coin du muche. C'est-à-dire que la dernière en date, Madame Friot, elle a fait le pompon sur la Garonne parce qu'elle nous a fermé la maternité. Voilà, ça ne faut pas l'oublier, hein, on avait une maternité. Voilà, on avait une belle maternité, donc qui a été fermée. Et sur la période de Madame Friot, juste pour vous visualiser en fait, hein, c'est fermeture de la maternité, regroupement de la chirurgie, et les lits de réanimation qui sont partis à Pau. Voilà. Donc je pense que ces objectifs de feuille de route hein, qu'ont nos chères directions quand ils arrivent, ont été atteints, parce que, en tout cas pour sa part, objectif atteint. Donc voilà, gros questionnement sur la direction actuelle. Voilà, je parle en toute transparence, de savoir quels sont les objectifs réels, parce que là, ça sent quand même le sapin. Donc, ouais, la casse de l'hôpital public, on est en plein dedans. Donc après, j'entends sans arrêt, c'est national, Angélique. Ben oui, c'est national, mais c'est pas pour autant que nous, usagers, syndiqués, représentants du personnel tout court, les élus, on ne doit pas défendre notre hôpital. C'est quand même 55 000 personnes, au Laurent et les alentours environ, je laisserai la parole après à monsieur le maire, qui dépendent de cet hôpital en fait. Donc, je vais pas parler, parce que sinon, en fait, moi, je vais parler pendant des heures. Mais ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que non, je ne me sens pas plus sécure parce que les urgences réouvrent mercredi. Alors que les choses soient claires, je m'en réjouis. Tous les collègues de l'hôpital se réjouissent que les urgences réouvrent mercredi sur un mode complet, que ça soit clair, jusqu'au 17 mai. Après, jusqu'à la fin du mois, a priori, il y a 4 gardes qui manque au mois de mai. Le planning de juin sera en cours. Après, on n'en a même pas parlé hier. On ne sait pas. Donc, pour moi, on est en sursis, que les choses soient claires. C'est pour ça que c'était important qu'on soit tous là, parce que c'est du sursis. C'est pas... C'est pas des postes pérennes qui arrivent, c'est des remplaçants, que les choses soient claires. On remercie ces remplaçants de venir. On est quand même... moi, j'avais l'impression d'être dans un film, j'allais dire, mes enfants, ils sont grands maintenant, que je regarde avec un gamin, où en fait, du chapeau, on sort comme ça,
des noms de médecins remplaçants hier ou dans le week-end, parce qu'a priori, ils ont beaucoup travaillé dans le week-end, moi aussi. Donc voilà, c'est juste magique. Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Pourquoi ça ne s'est pas fait avant la fermeture vendredi, en fait? Parce que le signal d'alarme qui a été porté, moi en tant que porte-parole de tous les personnels de l'hôpital d'Oloron, encore une fois syndiqués ou pas, on s'en fout, ça a été vendredi, mais ça faisait déjà quelques temps que ça se préparait tout ça. Pourquoi ça n'a pas été anticipé, en fait? Moi, c'est la question que je me pose, vraiment. Donc, c'est bien, en 3 jours, ils ont comblé pratiquement le mois de mai. Pourquoi ça n'a pas été fait vendredi? Non? Enfin, je sais pas, moi, ça me laisse perplexe. Donc, en tout cas, nous, on va être vigilantes. L'équipe syndicale, on va veiller au grain, que ça plaise ou pas. Franchement, j'en arrive à un stade maintenant où ça m'est égal. Que je passe pas, ça m'est égal aussi. C'est pas mon rôle de passer, de toute façon, ça dépend avec qui. Tant que je passe avec mes collègues et vous tous, voilà, c'est ce qui m'importe le plus. Après le reste, je m'en fous. Et je sais pas si je remercie vraiment. Il y a des copains de Pau qui sont là, de Moléon qui sont là, d'Orthès, parce que c'est quand même important. Alors ça, entendez-le, c'est tout le territoire du 64 qui est en souffrance. Hein. Tout le GHT souffre. C'est Oloron, c'est Pau et c'est Orthès. Hein. Il n'y a pas que nous. Donc à un moment donné, quand tous les hôpitaux du territoire vont bien tirer la langue, je ne sais pas où on va aller, parce que je m'inclus dans le on. Parce que Orthès est vraiment en grande difficulté et l'hôpital d'Oloron s'associe à Orthès et à Pau, quoi. Donc vraiment, on pense à eux, mais là, si on veut préserver la santé du territoire, à un moment donné, je vais m'adresser aux élus. Et moi, je me dis, je suis une toute petite, je me sens toute petite. Je suis fière, en tout cas, d'avoir organisé tout ça avec la CGT, encore une fois, de l'hôpital d'Oloron. Je remercie les élus. Les élus qui ont autorisé aussi les employés à pouvoir être présents. Je remercie les commerçants rue Louis partout dans l'Oloron et même en dehors pour vos vidéos, pour vos banderoles, pour votre soutien. Ça, c'est vachement important. Leclerc qui a mis une méga banderole aussi devant. Je trouve que c'est important les remerciements parce que c'est plus facile, entre guillemets, désolé, de se cracher dessus que de se dire merci. Donc maintenant, moi, j'en attends après les pouvoirs publics. J'en attends après les élus, j'en attends, moi je sais pas, des fois je me dis si j'en attends vraiment, mais voilà, l'ARS j'en attends plus rien, ça n'engage que moi, voilà, mais là à un moment donné il va falloir qu'on tape plus fort, et le but justement c'est de pouvoir sauver encore une fois notre hôpital d'Oloron. N'oubliez pas que vraiment il est en sursis, et nous tout ce qu'on veut c'est prendre soin de vous. On se fout dans des états, sincèrement, il n'y a pas que moi j'ai eu beaucoup de collègues en larmes, qui me disent qu'elles ne mangent plus, qu'elles ne dorment plus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre soin de vous. Et en fait, notre rôle premier, c'est celui-là. C'est de pouvoir prendre soin de vous tous. Donc en fait, on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien. Et c'est vachement important parce qu'on aime notre métier. Entendez-le, on aime notre métier. Mais moi, en tant que syndiquée, quand je passe dans les services en ce moment, c'est Angélique, je suis à bout. Angélique, j'ai plus envie. Angélique, j'ai plus la force. Angélique, je sais pas si je vais changer de métier. Faut savoir aussi que j'ai fait des accompagnements de titulaires infirmières de la fonction publique qui ont démissionné. Alors, je précise qu'elles ont démissionné, même pas pour continuer de faire infirmière, pour changer de métier. Pour changer de métier. Donc, à cette fameuse réunion de vendredi 29, Monsieur Le Sen n'était pas du tout inquiet pour les paramédicaux, c'est ce qu'il a dit, qu'il n'était pas inquiet pour les paramédicaux. Donc comme j'ai précisé, il faut quand même préciser qu'on est rappelé sur nos repos des fois et les jours aménagés. Donc on nous rappelle, donc en même temps il n'y a pas besoin de recruter derrière. Et puis avec le passage aux 12 heures, mon Dieu, ça aussi on pourra en parler. Donc passage aux 12 heures, on renouvelle pas les contrats CDD, et puis après on ne peut plus repasser en 7h36 de toute façon parce qu'il n'y a plus le personnel pour. Donc voilà, ça c'est aussi la magie des 12 heures. Mais bon, on se dit en 12 heures, on va pouvoir récupérer, et puis pas forcément. Moi j'ai des collègues qui me disent Angie, j'ai fait 3 jours, j'ai repos sec. Mais soi-disant, il n'y a jamais de repos sec en 12 heures, entendez-le. Ça n'arrive jamais. Non, alors les collègues, ça n'arrive jamais les repos secs. Voilà, ça n'arrive jamais. Donc je l'ai vu, j'ai les plannings. Donc on ne peut pas me dire que ça n'arrive jamais.
Donc voilà, encore une fois, je pourrais parler très longtemps. Je suis sûre que je vais laisser le micro et je vais me dire j'aurais dû dire ça. Mais c'est pas grave, c'est important juste pour moi de finir en vous disant, au nom de tous les personnels de l'hôpital d'Oloron, qu'on vous remercie d'être là, qu'on ait une chaîne du soin, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmière, dans les maisons de retraite à Oloron, les ADAPI, aussi le médico-social, on pourra en parler, parce que alors, le médico-social, longuement oublié, franchement, je suis solidaire comme la CGT de toute façon avec le médico-social. Donc on pense à tout le monde et vraiment merci d'être là, merci. Et je passe le relais à monsieur le maire. Bien, il y a belle lurette qu'on n'a pas vu à Oloron autant de monde pour défendre le service public. Angélique a fait une démonstration de l'état de déliquescence des services publics et singulièrement du service hospitalier qui souffre de 1000 maux. Je voudrais inviter tous ceux qui savent podcaster à revenir sur l'interview qu'a donnée une autre cadre de santé, Angélique, hier matin sur France Bleu Béarn, au nom de toute l'équipe des urgences. Cette interview m'a mis la chair de poule. Je me dirigeais moi-même vers France Bleu Béarn pour une autre séquence. Et cette cadre de santé a trouvé les mots que je n'aurais jamais su trouver pour exprimer à quel point le service était dévasté, à quel point le personnel de l'hôpital était désemparé, à quel point la population d'Oloron, mais du Haut-Béarn et des alentours, était cultivé le sentiment d'un abandon du territoire, un abandon qui ne dit pas son nom, un abandon où les coupables sont difficiles à identifier parce que tout le monde, la main sur le cœur, y compris au sein de l'ARS, vient nous dire attention, votre hôpital est en danger, et en même temps mettent la dernière pelle pour l'enterrer définitivement. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à diffuser le message. Bien évidemment, et en premier lieu, les personnels du centre hospitalier que je vous demande d'ovationner pour que ça s'entende jusqu'à l'hôpital. Et qu'on l'entende si possible, et qu'on entende ce message si possible jusqu'à Bordeaux et jusqu'à Paris. Je voudrais remercier pour leur participation les habitants de la communauté de communes, de la ville, mais également ceux qui ont amené des délégations venant de la communauté de communes de la vallée d'Ossau, venant de la communauté de communes du Pays Basque, avec à sa tête le président de la commission locale et le maire de Moléon, venant de la communauté de communes de La Cortès, avec le député qui a dû partir. Et je voudrais remercier pour leur présence les parlementaires qui sont ici présents, les sénatrices, Jean Lassalle qui va nous rejoindre possiblement, et les remercier parce qu'ils vont avoir du boulot. J'ai eu hier un échange d'1h30 à peu près au téléphone avec le directeur de l'agence régionale de l'ARS, à qui j'ai dû exprimer ma conviction, parce qu'il ne la partageait pas au début, que la suppression des urgences met en jeu des vies. La simultanéité toujours possible d'un accident du côté du Pays Basque, cérébral par exemple, d'un infarctus ailleurs, d'une cordée qui dévisse à l'Esquin, d'un accident sur nos rivières, notamment l'été, ne peut pas s'accommoder, comme on me l'a dit, d'un dispositif uniquement basé sur la présence d'un hélicoptère. Parce que dans l'hélicoptère, le premier qui montera aura sans doute une chance de s'en sortir, les 3 autres mourront. On ne peut pas m'enlever de l'idée que c'est une réalité. Que c'est une réalité qui est
démentis par les discours d'organisation ou, comme l'a dit Angélique tout à l'heure, d'optimisation, c'est-à-dire de réduction des personnels. Alors, ce que j'ai dit au bout de 7h30 au directeur, je lui ai dit, je compte sur vous pour que demain matin, on puisse annoncer qu'un geste a été accompli. Certes, ce geste sera palliatif. Votre présence ici, à l'évidence, atteste que vous n'y croyez pas. Comment peut-on croire au discours qui indique que hier, au vu des articles de presse, les remplaçants se sont bousculés pour venir, alors que hier matin, on me disait que les remplaçants refusaient absolument de venir. Il y a quelque chose là qui a sans doute un lien avec la proximité des élections, mais sur lequel il va falloir se battre pour que les urgences à Oloron et les autres services soient une pérennité et non pas un concours de circonstances. La deuxième chose que j'ai demandé au directeur de l'ARS, c'est que, au nom des élus de la communauté de communes, au nom des élus du territoire, au nom des élus de la ville d'Oloron, j'avais commis une lettre dont nous allons changer un petit peu les termes, adressée au président de la République, pour que pour mettre en télescopage la réalité locale avec les signes de considération qu'il a montrés à l'égard des territoires pendant sa campagne. Le message était très clair. Il y a dans cette affaire des urgences aujourd'hui, mais qui peut rebondir sur l'anesthésie demain, sur l'orthopédie après-demain, sur la médecine polyvalente dans quelques jours également. Il y a dans cette affaire, et Angélique l'a dit bien mieux que je ne pourrais le dire, il y a des raisons conjoncturelles, notamment de management, dont tous les hôpitaux souffrent et dont l'hôpital d'Oloron souffre singulièrement, dont la fonction publique souffre singulièrement, mais l'hôpital est une caricature à ce niveau-là. Les hôpitaux sont une caricature. Et puis, il y a des raisons plus structurelles, plus profondes, qui méritent que soit interrogé le dispositif de santé actuel à l'échelle du pays. Et c'est pour ça que, mesdames et messieurs les parlementaires, vous allez avoir du boulot. On ne peut pas s'accommoder de l'explication du numerus clausus qui explique la rareté des médecins pour continuer à les répartir d'une manière aussi déséquilibrée sur le territoire. Je sais que le statut des libéraux s'oppose à l'obligation de soins, mais il faudra bien, en attendant les résultats de l'ouverture du numerus clausus, c'est-à-dire du nombre d'étudiants qui deviennent médecins, il faudra bien, dans l'attente, trouver une solution pour que, comme un certain nombre de pays en Europe et dans le monde, qui n'ont pas davantage de médecins par rapport à leur population, les médecins ne se marchent pas sur les pieds à Antibes, à Arcachon ou dans les banlieues chics parisiennes et désertifient, c'est pas de leur fait, hein, c'est le système qui le permet, qui l'autorise et qui le permet, et désertifient les villes de banlieue déshéritées et les territoires un peu loin de tout, comme c'est le cas du Haut-Béarn, comme c'est le cas de multiples sous-préfectures en Corrèze, dans la Creuse, en Dordogne et dans d'autres secteurs français. Voilà ce que j'ai dit en substance au directeur, et je lui ai dit que cette lettre qui était adressée au président de la République allait certainement redescendre par effet de cascade, par ruissellement, comme on dit, jusque dans les ministères et jusque dans les ARS régionales. Je lui ai dit que je comptais sur lui, et il serait jugé un petit peu à ses actes, sur l'obligation d'avoir une réunion au plus haut niveau pour être, ici à Oloron peut-être, un territoire expérimental pour booster l'offre de soins et le parcours de soins, et ailleurs pour que, désormais, on ne soit plus en situation d'inéquité, étant entendu que les politiques de l'État, à mon avis, doivent faire preuve de discernement, d'écoute, de considération, en accompagnant, et de courage, en accompagnant d'une manière plus significative les territoires qui en ont plus besoin. Une nouvelle fois, je remercie les agents de l'hôpital qui vont être reçus tout à l'heure par Madame la sous-préfète. Madame la sous-préfète m'a dit que, compte tenu de l'exiguïté de la salle dont elle dispose, et c'est vrai,
Angélique, je n'ai pas eu le temps de te le dire, la jauge devrait se limiter à 15 personnes à peu près. Il ne s'agit pas d'aller bousculer qui que ce soit, mais il s'agit effectivement de porter le message à l'État. Voilà, je vous remercie et je vous suggère d'applaudir une nouvelle fois les personnels de l'hôpital. Bonjour à tous, je m'exprime au nom de l'Union locale CGT du pays d'Oloron. Entre 2007 et 2012, fermeture par Sarkozy de 46 500 lits dans le cadre de la réforme impulsée par Madame Roselyne Bachelot. Entre 2012 et 2017, fermeture par Hollande de 17 500 lits. La ministre était Madame Marisol Touraine. Depuis 2017, fermeture par les gouvernements de M. Macron de 4 700 lits. Depuis 2020, 5 700 lits. Le Covid-19 n'a pas interrompu la réduction inexorable des capacités hospitalières. Au contraire, la crise sanitaire a en partie amplifié les fermetures de lits. Plus de 5 700 lits d'hospitalisation complète ont ainsi été fermés en 2020, selon une étude du ministère de la Santé publiée mercredi 29 septembre 2021. Dans le même temps, les établissements de santé français ont créé près de 1400 places d'hospitalisation partielle, ce qu'on appelle l'ambulatoire. Signe de ce déclin, la France compte désormais moins de 3000 hôpitaux et cliniques. Sous l'effet des réorganisations et des restructurations, 25 établissements ont fermé en 2020 selon l'adresse. Les 2983 structures encore ouvertes fin 2020 disposaient très exactement de 386 835 lits d'hospitalisation complète, soit 5 758 de moins un an auparavant. Du 1er janvier au 31 mars 2021, ce sont les premiers chiffres qui sont à notre connaissance, en pleine pandémie, suppression ou fermeture de 1800 lits. Cette baisse est plus forte que les années précédentes, qui s'explique avec de nombreuses chambres doubles transformées en chambres simples pour limiter la contagion, ainsi que des déprogrammations massives pour réaffecter les personnels soignants dans les services de soins critiques. Mais les lits seront-ils rouverts? Le nombre de lits de réanimation, qui a fortement varié au gré des vagues de Covid, a d'ailleurs terminé l'année en hausse de 14,5%, soit environ 6200 lits. Cela n'a toutefois pas empêché la tendance de fond du virage ambulatoire de se poursuivre. 1369 places d'hospitalisation de jour ont été ouvertes en 2020, portant leur nombre total à 80 089. Chaque année, 10% des lits de réanimation sont fermés par manque de personnel. Quand on parle de réanimation, il faut du personnel compétent, du personnel formé. Pour être un personnel formé, il faut plusieurs années. L'hospitalisation à domicile a également connu une croissance particulièrement vive de 10,8%. Sur la baisse des lits d'hospitalisation, il faut vraiment un changement de politique de santé. Cela fait maintenant 20 ans que l'on est sur la même logique de réduction des lits de manière massive. La CGT dénonce la politique du flux qui considère la santé comme une affaire commerciale, comme une marchandise. Début septembre, à l'assistance publique, 30% des lits étaient fermés par manque de personnel. Chaque année, depuis des années, 10% des lits de réanimation sont fermés par manque de personnel.
Cette orientation consiste à traiter la santé comme une affaire commerciale, comme une autre. Pas de stock, du flux. Pas de stock pour les masques, du flux. Pas de stock pour les médicaments, du flux. Pas de stock pour les lits, du flux. Pas de stock pour le personnel, du flux. Il y a un an, le ministre annonçait la création de 12 000 lits de réanimation. La réalité s'est arrêtée à 5 000. Pour faire de la sécurité, il faut des personnels formés en nombre suffisant, il faut aussi avoir une pratique. Exemple, à la Pitié-Salpêtrière, il n'y a pas assez de personnel, donc on arrête la formation. Quand on dit qu'on arrête la formation du personnel, on dégrade la qualité. Une cadre supérieure, la surveillante chef, dit aux infirmières, il faut que vous renonciez à la qualité, arrêtez de vous poser des problèmes. Comment c'est possible? Les discours ne suffiront pas, il faut vraiment un changement de politique de santé. Malgré la crise sanitaire et un hôpital rendu exsangue par 30 ans de politique gestionnaire, le gouvernement persiste et signe. En avril 2020, le directeur de l'ARS Grand Est annonçait le maintien de la suppression de 598 postes et de 174 lits au CHRU de Nancy. Devant la mobilisation du personnel et de la population, le ministre de la Santé, M. Olivier Véran, et le Premier ministre, M. Édouard Philippe, ont seulement annoncé une suspension du plan renvoyant à des concertations prévues après la crise sanitaire. Oui, mais j'écoute. Ouais. Ce qui est vrai au niveau national est aussi au niveau local. Après la fermeture de la maternité, après la fermeture de la réanimation rétrogradée en service de soins continus, après la fermeture du service de cardiologie où il ne reste que les consultations privées, après de nombreuses réorganisations, voilà la fermeture des urgences. La dégradation de la situation et des conditions de prise en charge de la population ces dernières semaines sont inédites. Décès inacceptables aux urgences de Strasbourg, d'Orléans et de Nantes. Activité de plusieurs urgences réduites à la prise en charge des urgences vitales par manque de personnel. Délai d'intervention de plus en plus long des SMUR aux conséquences parfois dramatiques, comme dans le Jura, où l'arrivée du SMUR, plus de 55 minutes après son appel, a provoqué la mort d'une personne. Un peu partout, les injonctions des ARS à la population à appeler le 15 et de ne plus se rendre aux urgences saturées se multiplient. Les personnels n'en peuvent plus. La population est en danger. Nous n'avons pas d'autre choix que de tout faire pour stopper cette machine au chaos et à obtenir la réouverture des lits et des services déjà fermés. D'ores et déjà, les syndicats CGT se mobilisent avec les personnels. 26 rassemblements consécutifs pour la réouverture des urgences de nuit à Draguignan. Les urgences de Morlaix, en grève depuis le 12 avril. Les urgences de Louis Mourier à PHP, en grève depuis le 25 avril. Les urgences pédiatriques de Bordeaux, en grève depuis le 21 avril. Les urgences du Chiva dans l'Ariège, qui ont été rejointes dans la grève par 6 autres services. Avec les syndicats connectés, la Fédération CGT de la Santé et l'Action sociale a identifié une trentaine de services d'urgence fermés, dont Oloron. Mais nous savons qu'il y en a plus. Le manque de médecins urgentistes ne permet plus d'assurer le fonctionnement normal des services d'urgence et des SMUR dans l'ensemble des établissements. La première nécessité est de maintenir ouvert l'ensemble des services encore existants. En effet, du fait des nombreuses fermetures opérées, des services, En effet, du fait des nombreuses fermetures opérées depuis maintenant plus de 20 ans, le nombre actuel des services continue un seuil en dessous duquel il ne faut pas descendre au risque de mettre la population en danger.
Mais il nous faut aussi rouvrir des services autant que de besoin pour respecter le principe de sécurité sanitaire, stipulant que tout citoyen doit se trouver au moins à moins de 30 minutes pour accéder en voiture ou à un service d'urgence et doit pouvoir bénéficier de l'arrivée d'un SMUR dans le même délai pour éviter une perte de chance. Alors, quelles mesures d'urgence pour les urgences? Concentration des médecins urgentistes, rétablissement de l'obligation de garde en médecine de ville, ce qui a été développé ici s'applique aussi dans les EHPAD et dans les structures socio-éducatives telles que les ADAPI. La CGT réclame l'arrêt immédiat des fermetures de lits, la réouverture de ceux nécessaires à une prise en charge de qualité, la création de 15 000 postes et un changement radical d'orientation hospitalière. Seul le rassemblement et la lutte de la population et des personnels pourront faire reculer les croque-morts de la santé publique. Merci. Alors, je prends la parole au nom de SOS Proximité Offre de soins du Haut-Béarn et de la Soule et de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. La coordination nationale, pour ceux qui ne connaissent pas, a été créée officiellement en 2004 à Saint-Affrique. Saint-Affrique, c'est en Aveyron, et ils avaient mené une lutte sans précédent pour défendre leur maternité. Depuis plus de 20 ans, 40% des maternités sont fermées en France. La coordination permet à ses membres de faire, dont fait partie SOS Proximité, la mutualisation des expériences, des savoirs et des savoir-faire. Je vous demanderai de faire particulièrement attention aux dates auxquelles je vais faire référence maintenant. Les luttes pour les défenses et la promotion des hôpitaux et maternités de proximité publiques ont commencé dans les années 80. Elles se sont généralisées à la fin des années 90 et surtout des années 2000, puis développées en 2008 et 2010 face à la politique désastreuse mise en place par le ministère de Madame Bachelot. La mise en place des groupements hospitaliers de territoire par la loi Touraine, le développement des déserts médicaux, le recul de l'assurance maladie ont, depuis 2013, multiplié les raisons des mobilisations dont la coordination se fait des porte-paroles. Sur notre territoire, en 2008, s'était librement constitué, dès les premières difficultés financières rencontrées par la clinique d'Oloron et sa maternité, un collectif santé. Ce collectif s'est toujours positionné pour le maintien et l'amélioration de l'offre globale de santé publique et privée en Haut-Béarn et Soule. Début 2016, face aux nouvelles menaces sur la maternité et plus globalement sur l'offre de soins de l'hôpital public, une action de mobilisation a été engagée, soutenue par 10 000 signataires. C'est alors que s'est créé le comité SOS Proximité, offre de soins du Haut-Béarn et de la Soule. Ce comité s'est battu avec certains élus pour ne pas obtenir la fermeture de la maternité. La décision de justice en appel n'a hélas rien retenu des éléments factuels existants dans le dossier. Difficultés aux soins, prise en charge trop tardive des parturientes, maternité de Pau à plus de 30 minutes. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour tenter de sauver l'hôpital et reconquérir tous les services fermés. Mes pensées, ce jour, vont vers Robert Bareil, qui avait une clairvoyance sur la situation qui arrive. En 2018, il avait prononcé ces mots. Si la maternité ferme, c'est l'hôpital qui fermera, service après service. Je lui rends hommage aujourd'hui. Moi, je fais l'espace pub entre deux prises de parole, plus ou moins longues. Lol. Alors, c'est un petit mot d'un petit garçon, Paul. Si vous êtes adressé au directeur de l'ARS, si vous vous êtes cassé la jambe, aimeriez-vous aller à Pau? Paul, 7 ans, précision. Donc, j'enverrai ce courrier à l'ARS. Il n'y a pas de souci. Ah, mais je les vois vendredi, d'ailleurs, au conseil de surveillance.
Donc on a besoin de cet hôpital, garder les gens et recruter des gens. Voilà, c'est pour eux qu'on se bat aussi. Hein. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous rassure, je vais faire assez court. Hein. Je vais faire assez court parce que je crois qu'il y a quelques personnes qui veulent prendre la parole aussi. Bon, je risque de me répéter, mais c'est important quand même de dire certaines choses. Donc, nous voici une nouvelle fois réunis devant notre sous-préfecture. Et même si nous avons eu l'agréable surprise d'apprendre hier un heureux dénouement avec la réouverture dès demain, 11 mai, j'ai malheureusement bien peur que ce ne soit pas la dernière. Tellement il va nous falloir continuer à être extrêmement vigilants et réactifs pour défendre tous ensemble notre centre hospitalier et plus particulièrement ce service si indispensable des urgences. Tout d'abord, je souhaite avoir une pensée émue pour les agents de ce service qui, la mort dans l'âme, ont dû se résigner en fin de semaine dernière à quitter leur lieu de travail pour cause de fermeture jusqu'en septembre. Et j'imagine leur soulagement en apprenant la réouverture dès demain. Un témoignage de reconnaissance pour toutes celles et ceux, personnels et représentants syndicaux, qui se battent sans relâche depuis des mois et des mois pour alerter la direction, l'agence régionale de santé, élus, sur des conditions de travail de plus en plus difficiles et dégradées, dans un climat de plus en plus délétère. Ainsi que je l'ai exprimé lors de ma dernière prise de parole sur ce même perron de la sous-préfecture. Hors de question pour moi d'accuser qui que ce soit, ou de chercher des boucs émissaires. Ce n'est pas ça qui résoudra le problème. Non, mon seul souhait, ma seule préoccupation, aussi bien en qualité d'élu de la ville d'Oloron que de conseiller départemental, c'est que toute la lumière soit faite sur les véritables raisons qui nous ont conduits à cette situation et les solutions envisageables pour susciter l'espoir d'une pérennité de ce service des urgences. On a beau nous dire et nous expliquer que notre situation n'est pas un cas unique et que beaucoup d'autres villes y sont confrontées. C'est oublier un peu vite notre positionnement géographique, au carrefour des vallées béarnaises et de la Soule, sur un bassin de 50 000 patients potentiels. À près d'une heure du centre hospitalier de Pau, sans voie de communication rapide, et en étant obligé d'emprunter une RN 134 dont tout le monde connaît le degré de saturation, car il va de soi qu'une urgence cardiaque, pour ne prendre que ce seul exemple, ne va pas forcément attendre les heures creuses pour se déclencher et mettre en danger une vie. Cette exigence de vérité que j'appelle de mes voeux, cet appel à une transparence absolue sur les raisons ayant conduit à pareille situation, elle passe sans doute par des opérations de sensibilisation et de manifestation d'un ras-le-bol, comme celui que nous sommes en train d'exprimer en ce moment. Mais parce que la population a le droit de savoir, elle doit aussi passer par une réunion publique, où direction régionale de santé et direction du centre hospitalier viendront nous dire, en direct, et non plus dans le secret de ces réunions confidentielles, d'où il ne ressort généralement pas grand-chose de concret, en définitive, vers quoi ils se dirigent et sur quel véritable objectif ils se projettent et ils nous projettent. Nous avons tous le droit de savoir. En effet, il est quand même assez extraordinaire que 8 jours après une réunion à la ville de la Beda, qui s'est tenue en présence du directeur régional de l'ARS et devant des élus, on apprenne presque en catimini, moins de 8 jours après, qu'il faut fermer en catastrophe le service des urgences, pour nous annoncer 3 jours après, et tant mieux, que finalement il va rester ouvert. C'est surréaliste. Quoi qu'il en soit, cette situation est tout simplement inadmissible. Et pour nous en être encore entretenus hier, Laure Laborde et moi, avec le président Jean-Jacques Lasserre, nous savons que ce dernier, qui s'excuse aujourd'hui de ne pas pouvoir être parmi nous ce matin, est déjà intervenu au plus haut niveau de l'État pour alerter sur le caractère dramatique de pareilles mesures de fermeture qui met tout simplement en danger des vies humaines et crée une rupture d'égalité de traitement des citoyens des territoires ruraux face à la maladie et aux accidents. Et enfin, avant de terminer mon propos, je ne peux m'empêcher, comme tous les autres intervenants, d'en appeler à la plus grande vigilance dans les jours, les semaines et les mois à venir. Il faudra mettre aussi à profit ce coup de semonce, non seulement pour imaginer de nouvelles formes d'action de protestation, peut-être communes avec Cortés, si pareil soubresaut devait à nouveau se produire, mais aussi et surtout pour réfléchir, tous ensemble, avec nos médecins, publics et privés, ainsi que l'ensemble des personnels soignants,
aux pistes à privilégier, et je pense en particulier aux beaux projets de maisons de santé en attente de réalisation, pour garantir la meilleure organisation de soins possible sur ce territoire. De même qu'une plus grande attractivité de jeunes médecins, qui plébiscitent aujourd'hui ces lieux d'exercice regroupés. Je vous remercie. Dédé, je vais te laisser la parole à la fin parce que ton mot est intéressant. Oui. Justement, pour vous dire... Oui, d'accord. Tout à fait. Bon, merci. Donc, merci à tous donc, pour ce rassemblement. Bernard m'a appelé hier et c'est vrai que en tant que président de l'association des maires, je me devais d'être là aujourd'hui. Sachez que cet après-midi, le combat il est sur Orthez, quoi, hein. Donc au niveau de notre département, il se pose un problème, comme vous l'avez souvent dit, c'est un problème de système. On se rend compte que ce système de santé ne correspond plus aux besoins de nos territoires et en particulier de nos populations. Tout simplement vous dire que je suis effaré de la maltraitance dont vous êtes. Les personnels sont assignés et il en va de même avec, comme l'a dit Clément, il en va de même des élus. On a été réunis quand même la semaine dernière avec le directeur de l'ARS pour une réunion de concertation et comme il a dit Clément, eh bien, le samedi on apprend que les urgences hospitalières de l'hôpital de Laurent sont fermés. C'était inadmissible ce comportement au niveau de l'agence régionale de santé. Donc tout simplement, moi, hier en réunion du conseil d'administration, les élus ont décidé de rencontrer le maire d'Orthez, le maire de Laurent et le maire de Pau pour voir ce système, comment on peut y apporter une solution, parce qu'on se rend compte que là, on traite bien les symptômes, mais les causes ne sont pas traitées. Donc je vais laisser le dernier mot à Dédé. Merci, Monsieur le Président. Je rectifierai en termes du maire de Laurent, parce qu'en 1968, il y avait autant de monde à Oloron. C'est longtemps, il y a longtemps. Un grand soutien à tous les personnels de l'hôpital, puisque nous en aurons besoin. Donc effectivement, l'hôpital, avec toute la chaîne qui est après l'hôpital, est impacté par d'abord les urgences, mais ensuite le plateau technique, le plateau chirurgical, le plateau des soins. Tout cela a été dit et je pense que la mobilisation d'aujourd'hui est très importante. Et je terminerai, parce que je ne veux pas être plus long, je terminerai par quelque chose de grave. C'est Allende qui l'a dit, qui l'a chanté au Chili devant les colonels. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Juste un petit mot, bonjour à toutes et à tous. En tant que parlementaire de ce département, Monsieur le maire, tu as eu raison de dire, et André vient de le redire maintenant, c'est un moment historique que nous vivons ce matin, où il y a une conjonction de toutes les synergies. Vous toutes et tous, les professionnels du médical, du paramédical, vous toutes et tous, les élus réunis ce matin, vous toutes et tous, les citoyens qui sont... vous toutes et tous, vous travaillez avec nous, et en tant que parlementaire, je peux vous dire que j'assiste depuis longtemps à la survie de l'hôpital d'Oloron. Je crois que ce moment est historique parce qu'il enclenche un processus de concertation entre nous toutes et tous face à l'État, face à la position de l'ARS. Personnellement, j'étais présente jeudi dernier et de lire le lendemain sur le journal, alors que le directeur de l'ARS avait eu des propos apaisants, des propos positifs pour justement sauvegarder les urgences et l'hôpital d'Oloron dans son ensemble.
j'ai été très en colère, comme vous toutes et tous, de lire sur la presse que ça y était, on fermait les urgences de l'hôpital d'Oloron jusqu'en septembre prochain. Donc très simplement, je voulais vous dire que, et le président de l'association des maires a dit que lundi, nous aurons une réunion avec les 3 autres collectivités locales. Pour ma part, en tant que parlementaire, une fois que l'Assemblée nationale sera en place, je pense et j'espère que le dossier médical, le dossier de la présence médicale sera examiné au Parlement. Pour ma part, j'y prendrai toute ma part parce que je considère que l'hôpital d'Oloron, comme l'hôpital d'Orthez, ce sont des hôpitaux de proximité qu'il faut absolument maintenir. C'est non seulement la préservation de la vie humaine, et ça a été dit, mais c'est également la vie de nos territoires. C'est de l'aménagement du territoire. Et pour ma part, je me battrai en tant que parlementaire pour que l'État puisse entendre cette notion. La santé, la présence des hôpitaux de proximité, ça ne doit pas être seulement travaillé en termes de rentabilité. Ça n'est pas que de la rentabilité, c'est de l'humain derrière. Donc il faut absolument que l'État participe à cette survie des territoires et à cette survie des hôpitaux de proximité. Merci à toutes et tous. Merci. Je vais juste vous demander, comme c'était prévu, s'il vous plaît, tous les personnels... Ah, allez-y. Alors, juste, on est pris... voilà. Je vais faire très court. Alors, je suis de Moléon, je suis le maire. J'apporte soutien au personnel, à la CGT, le soutien de la Soule et de Moléon. Je vois des collègues de Moléon qui saluent, très bien. Mais nous avons vécu des moments difficiles. Le directeur de l'ARS nous promettait la foudre. Il voulait fermer quasiment l'hôpital de Moléon. Grâce à la lutte, nous avons un directeur de plein exercice avec un projet d'établissement dont la lutte paye. On vous soutiendra et bonne lutte pour la survie de l'hôpital d'Oloron. Donc, je fais juste un petit rappel. Ce soir, à la Villa Beda, à 18h, le collectif citoyen qui s'est monté depuis quelque temps se réunit. En fait, donc c'est un moment d'échange et justement un moment de voir pour des actions. Ah, salle Bartou, ça a changé, pardon. Donc, salle Bartou, 18h ce soir pour celles et ceux qui peuvent. Maintenant, comme le temps est compté, je vais demander, désolé, au nom personnel de l'hôpital d'Oloron de vous mettre en face. Tous les personnels ou de dégager comme ça, vous pouvez rester sur le côté là. Les autres, vous poussez sur le côté là-bas. Tous mes collègues, encore une fois, de l'hôpital d'Oloron, je vous invite à vous mettre ici. S'il vous plaît. Mais les anciens aussi.
C'est important parce que beaucoup de nos collègues auraient tout donné pour être là aujourd'hui. Elles ont fait des super banderoles, elles sont solidaires à 200%, elles sont en poste pour prendre soin des personnes qu'il y a dans les lits. Donc on a une très très grande pensée pour elles toutes. Et là, avant de rencontrer Madame Nguyen avec une délégation, je vous invite à faire une minute de silence pour l'hôpital public en France. Voilà. Donc on va